Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment dépasser les obstacles et le racisme ordinaire? L'humour est-il plus fort que les assignations? On en parle avec notre invité, Maï Traoré, auteur de Je suis noire, mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme. Ouvrage paru chez Robert Laffont et coécrit avec le journaliste Frédéric Béguin. Un ton optimiste, une combativité solaire, jamais victimaire. Dans ce livre, elle se raconte et elle raconte les obstacles, les préjugés, le parcours ascendant d'une femme née au Mali, devenue proviseure de lycée à Paris. Elle se raconte aussi, je vous le disais, son enfance entre le Mali et la France, ses études à la Sorbonne et aujourd'hui, sa conception du métier, sa vocation. Bonjour Maï Traoré. Bonjour Bonjour. Olivia, j'espère. Vous détournez pour le titre de votre livre une citation placée en épigraphe attribuée à Ray Charles. Je suis aveugle, mais on trouve toujours plus malheureux que soi. J'aurais pu être noire. Qui devient chez vous? Je suis donc noire, mais je ne me plains pas. J'aurais pu être une femme. Le ton est donné à travers cette phrase de Ray Charles. Elle vous parle? Ah mais totalement, absolument. Et avant de commencer Olivia, je souhaitais vous remercier de m'accueillir, de m'inviter à la grande table des idées. Je suis vraiment très heureuse et honorée d'être avec vous. Elle est rien que pour nous, cette grande table aujourd'hui. Vous voyez, on va l'occuper. Absolument. Ray Charles, qu'est-ce qu'il voulait dire avec ça? Il voulait juste mettre l'accent à cette époque de la ségrégation aux États-Unis sur effectivement le malheur que traversaient les hommes et les femmes de couleur noire à l'époque, qui étaient privés de tous leurs droits civiques. Et j'ai trouvé que cette réponse qu'on lui attribue, faite à un journaliste, était extrêmement pertinente et posait aussi effectivement sans violence, sans victimisation, mais quand même posait le fait de la couleur qui peut vous empêcher. Il fait partie, Ray Charles, de vos étoiles noires, comme le dit Lilian Thuram, et c'est le titre que lui a donné à l'un de ses livres. Oui, tout à fait. Il fait partie des personnalités, des artistes, tout comme des écrivains qui m'ont absolument construite tout au long de ma jeunesse, depuis mes 16 ans, où j'ai absolument voulu être, comme vous le savez, la Anne Sinclair de Bamako. Oui, et voilà. Et aujourd'hui, vous êtes interviewée, non pas par la Anne Sinclair de France Culture, mais vous êtes avec nous à ce micro. Avant de vouloir être la Anne Sinclair de Bamako, vous avez grandi entre le Mali et la France. Ce double parcours, ou ce parcours fait d'aller-retour, vous le racontez dans ce livre, ainsi que votre vocation pour l'éducation nationale. D'où vous venez? Cette question, on vous la pose depuis 30 ans. Alors déjà, vous êtes française, sans quoi vous ne pourriez pas être fonctionnaire de l'éducation nationale. Ça, c'est une première évidence. Tout se passe comme si je devais continuellement faire mes preuves, sans jamais y parvenir vraiment. La preuve de mes compétences, la preuve de ma maîtrise des codes sociaux, et d'abord la preuve de ma nationalité française. Qu'est-ce qui vous dérange finalement dans ce « d'où venez-vous » ? Ce d'où venez-vous, il n'est pas dérangeant lorsqu'il est demandé avec cette curiosité saine, voyez, Olivia. C'est-à-dire la curiosité qu'on peut avoir d'aller au-delà de l'autre et de lui demander et de savoir et de se projeter géographiquement, physiquement dans sa culture, dans son environnement. Mais lorsqu'il est demandé de manière insistante, plusieurs fois dans une journée, sur des endroits où il y a où il y a de la défiance, où il y a de la méfiance. C'est-à-dire qu'on est dans des sphères où on ne vous attend pas. On s'interroge, mais que fait-elle là? Parce qu'on est dans des sphères un peu hautes où on se dit elle n'est pas à sa place. Donc le questionnement de d'où venez-vous, là, il devient un questionnement insidieux. Il devient un questionnement de méfiance et de défiance. Et dans ce cas-là, effectivement, il est dérangeant puisqu'il est véritablement malvenu, ce qu'on peut appeler le contraire de la bienveillance. On n'est pas à sa place, ou on détonne à la place où on est. C'est visiblement, en tout cas, ce qui ressort aussi de ce livre, où vous racontez. Et c'est vrai qu'on retrouve dans les titres des journaux qui sont consacrés à cet ouvrage, mais vous le mettez aussi en avant, cette qualité-là. Vous êtes, Maï Traoré, la première proviseure noire de Paris, la première française d'origine malienne et proviseure. C'est possible, peut-on lire aussi
aussi. Vous êtes quand même un exemple de réussite et un exemple de transgression des clivages ou d'un certain plafond de verre que vous auriez dépassé. Hein. Oui, c'est-à-dire l'exemplarité des choses, c'est-à-dire toujours montrer que malgré la possibilité que pourraient avoir les uns les autres ou d'autres personnes, parce que tout le monde n'est pas raciste, tout le monde n'est pas mal intentionné ou dans une certaine défiance, on a, lorsqu'on le souhaite, la capacité, la volonté, moi je mets tout sur le compte de la volonté, d'aller et de se dépasser et donc de sauter des haies et de véritablement bousculer des obstacles, qui sont des obstacles d'ordre aussi culturel qu'on peut avoir, puisqu'on n'a pas les codes, on n'a pas la maîtrise. Et se dépasser par l'apprentissage, par la pédagogie, par les connaissances, demander à être curieux et avoir de l'ambition pour toujours aller vers ce qu'on a envie d'obtenir et ne véritablement pas s'arrêter à ceux qui vous mettent des barrières et qui vous disent « ce n'est pas fait pour vous ». Donc les censeurs jouent leur rôle de censeur et puis l'humain, la personne en face qui a envie d'avancer dans ce couloir et dans cette ascension ou en tout cas dans le choix de vie que cette personne fait, il faut absolument qu'elle ait confiance et qu'elle prenne son élan pour aller de l'avant. Donc c'est pas évident, c'est absolument pas facile de le dire comme ça à un micro en disant il faut Yaka Faucon, il faut aller. Non, il faut absolument se ressourcer et prendre dans ses tripes cette envie de se dépasser toujours au quotidien. Est-ce que ce d'où vous venez, parfois inquisiteur, plus que curieux et bienveillant, est-ce que parfois ce d'où vous venez vous a désarçonné? Est-ce qu'il vous a freiné dans votre envie d'aller plus loin? Oui. Oui, bien évidemment. Il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de censure, d'autocensure, il y a eu des moments de blessures profondes. Mais avec moi, ça ne dure jamais plus d'une seconde. Une seconde, c'est même trop, parce que justement, j'ai cette capacité à rebondir. Mais en même temps, je me dis que tous les Français qui nous écoutent, tous les auditeurs qui nous écoutent, et particulièrement les jeunes, les élèves, peuvent être freinés par ces « d'où tu viens »,« que faites-vous là ?» où on ne vous autorise pas à prendre votre place de manière très insidieuse, sans forcément faire acte de violence ou sans forcément tenir des propos d'une violence raciste très forte, mais par des gestes, par des non-dits ou par des non-autorisations. Et dans ce cas-là, ça peut effectivement blesser, freiner. Et ce frein peut être un véritable handicap pour certaines personnes qui ne vont plus du tout oser et qui vont effectivement se mettre en deçà de la société, c'est-à-dire se mettre en parallèle. Or, il faut absolument se dire qu'on prend en soi la force, l'énergie, les ressources pour se dire « j'y vais, j'avance, je vais peut-être trébucher, je vais peut-être pas y arriver, mais je pourrais absolument m'adosser à des personnes bienveillantes parce qu'il en existe aussi. » On parlait de vos étoiles tout à l'heure, il y a celle des livres, du cinéma, de la musique, mais il y a aussi tout simplement celle de votre entourage proche. C'est votre mère qui était surnommée Madame Thatcher? Absolument. Ouais, donc sacré caractère aussi déjà du côté de votre mère. Cette question du d'où je viens, elle prend parfois le pas, dites-vous, sur le qui je suis. En même temps, les deux vont ensemble et c'est aussi intéressant de raconter d'où vous venez, Maï Traoré. Votre nationalité française, elle a une histoire qui rejoint la grande histoire, celle de la colonisation. Elle vous vient de votre grand-père, naturalisé français, et votre mère va se battre pour faire reconnaître cette transmission. Votre grand-père, sur ses papiers d'état civil, ses papiers administratifs, il y avait marqué cette mention que vous relatez. Oui. La mention additionnelle portée par l'administration, c'était le tout couleur. Voilà, votre grand-père, citoyen français, né de race tout couleur. C'est ça. C'était exactement ça qui était écrit. Nous sommes dans l'Afrique occidentale française, nous sommes dans le Mali qui est encore sous la gestion en période de colonisation. Donc on était répertorié par rapport à l'ethnie ou à la teinte de la peau, la couleur de peau. C'est-à-dire que les Peuls, moi je suis de l'ethnie Peul, on est un petit peu dans une couleur de dégradé qui va du noir très très foncé comme on peut trouver au Sénégal, au bord du fleuve Sénégal, à une couleur beaucoup plus claire, même métissée, qu'on peut trouver aussi en Mauritanie. Donc selon la couleur, selon la teinte, on avait une notification de la sorte sur sa carte d'identité.
Pourquoi votre mère s'est battue pour que cette nationalité française vous soit transmise? Alors, ma mère, donc, on l'appelle Thatcher, c'est une battante. C'est une femme puissante, c'est une administrative aussi, qui a absolument été chercher tous les documents, toutes les pièces administratives à l'époque jusqu'à Nantes, puisque l'état civil des personnes nées en dehors de l'Hexagone se trouvait donc à Nantes. Et elle a mené un combat d'archivage, de recherche des archives, mais véritablement partout, dans les caves, dans les greniers, dans les administrations, pour essayer véritablement de recoller cette identité que son père avait, puisqu'il était sous l'administration française de l'époque. Donc ça lui a demandé beaucoup, beaucoup d'années, mais c'était essentiel pour elle de pouvoir effectivement faire le tracé administratif de cette nationalité-là depuis cette époque. Elle va aller jusque devant les tribunaux pour faire reconnaître cette nationalité française dont elle a hérité à l'indépendance en 1960. On le disait, vous êtes née au Mali, vous, Maï Traoré, en 72. Quand vous avez 7 ans, votre famille s'installe en France et déjà, vous le racontez, vous adorez l'école, vous êtes élu délégué de classe, ça commence. Le virus, il est là, vous l'avez chopé très tôt pour l'éducation nationale. Retour au Mali pour vos années collège et lycée, vous êtes alors assez active dans toutes les associations militantes, étudiantes, avant de revenir en France, une fois encore, pour étudier notamment les lettres modernes à la Sorbonne. En quoi votre jeunesse, entre la France et le Mali, a aussi fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui? Quelle force de vie vous avez trouvée dans ces allers-retours? Alors, beaucoup de force, une complémentarité également, c'est-à-dire une force d'une enfance, d'une liberté totale dans les cours, dans cette grande maison Bamako, à côté du fleuve Niger, une vie aussi extrêmement bienveillante, structurante dans l'école de la République, à l'école Jules Ferry, avec des maîtresses bienveillantes. Lorsque j'arrive à 7 ans, et vous l'avez dit, vraiment, je chope le virus, je suis heureuse, nous nous sentons tous d'ailleurs, puisque nous sommes une grosse fratrie et on est heureux d'être à l'école. Et dans ce cas-là, lorsque je retourne à Bamako, j'ai ça dans la tête. Et quand je vais à Bamako, je me nourris aussi de cet espace, de cette société malienne, de cette société de Bamako, où effectivement la place de l'enfant n'est pas celle que j'ai pu connaître ici à Clichy-la-Garenne, mais elle est aussi différente, mais aussi riche. Donc je suis véritablement ces deux-là. Mais pas facile des deux côtés, parce que vous racontez aussi cette double expérience, cette double discrimination, être femme au Mali et être noire en France. Oui, oui, c'est vrai. À Bamako, on est véritablement sous le joug de ce que je dénonce, le patriarcat. C'est-à-dire que vous êtes une femme, donc vous êtes forcément conditionnée à rester dans le carcan de ce que la société malienne à l'époque, parce que ça est en train de changer maintenant, hein. La jeunesse s'empare véritablement, et les jeunes filles, et j'ai confiance pour que les jeunes filles s'emparent de leur devenir, de leur avenir. Et à l'époque, moi, à ma jeunesse, on vous dessine déjà un tracé. C'est-à-dire que vous êtes une jeune fille, c'est pas grave si vous faites pas trop d'études, vous trouverez forcément un mari, puis vous devriez faire des enfants, et puis allez, on roule, on fait ce qu'on appelle la reproduction, et on continue. Ça, c'était les schèmes de pensée de la société de l'époque. Et très tôt, je me suis vraiment pas sentie à l'aise avec ça, c'est-à-dire que ça ne me plaisait pas. J'avais envie, une détermination en moi d'emblée, et beaucoup de jeunes filles aussi, de me dire non. On ne va pas continuer là-dessus. Il y avait cette partie-là véritablement qui me freinait et qui me disait non, je ne peux pas. Donc je commence à m'habiller en garçon, je ne mets pas le pagne, alors qu'il fallait avoir le pagne pour ne pas montrer ses formes. Je commence à faire du vélo, alors qu'en fait, il faut être derrière et être porté. Bon, il y a tout ça dans ma jeunesse qui fait que je sens le regard de la société, le poids de la société malienne. Et en France ? Et alors, en France, je découvre que je suis à la fois femme, mais noire. Mais en fait, pas forcément noire. Je suis femme et suédoise.
Suédoise, parce que quand on vous pose la question d'où vous venez, vous répondez de Suède, histoire de provoquer un peu votre interlocuteur. Surtout, vous vous rendez compte en arrivant en France qu'on vous assigne, on vous assigne à une place particulière. Sur cette question de l'assignation et de l'assignation qui dépend ou qui découle d'une couleur, de la couleur de votre peau, je vous propose d'écouter les mots de l'essayiste et comédienne Tania de Montaigne. Elle adapte en ce moment sur scène au Rond-Point à Paris, avant tournée, son essai, L'assignation, mise en scène et pensée et réfléchie avec Stéphane Funkinos. L'assignation, c'est à voir donc au théâtre en ce moment. On écoute Tania de Montaigne. Le défi du livre, il est sur les majuscules, c'est-à-dire c'est les noirs et puis c'est tous les êtres qu'on met en majuscules, hein, donc jaune, femme, juif, musulman, tutsi, enfin c'est tout ce moment où en fait on crée une identité, donc on crée l'idée que quelqu'un fonctionne en fonction d'une typologie élaborée, et donc vous n'avez plus besoin de rencontrer cette personne, il suffit juste qu'on vous dise de quel groupe elle est, ben vous savez. Moi je dis que les noirs sans majuscules, ils existent. Moi, je sais très bien que j'ai une couleur de peau particulière. La seule chose que je dis, c'est que ma couleur de peau ne dit pas qui je suis. Et qu'entre Michelle Obama et une migrante érythréenne, il n'y a aucun lien, si ce n'est la couleur. Entre avoir de l'argent et ne pas en avoir, c'est pas la même chose. Avoir des papiers et ne pas en avoir, c'est pas la même chose. Parler la langue d'un pays ou ne pas la parler, c'est pas la même chose. Et ça n'est pas une histoire de couleur. Et vous, qu'est-ce que vous dites sur cette question de la couleur? Être noir, c'est une affirmation, mais c'est aussi une assignation. Oui, c'est vrai, c'est une assignation, c'est même une étiquette qu'on a sur le front, donc c'est tout à fait cela. Mais en fait, cette appellation de la couleur, ça en dit quand même long sur les conventions, ça en dit quand même long sur la manière dont on vous perçoit, la manière dont la société occidentale, la société française perçoit une personne d'emblée par rapport à cette couleur. Moi, je fais toujours le parallèle avec, je vois d'abord l'humain avant de voir la couleur. Je vois d'abord une personne en face de moi, avant de voir aussi le genre, le sexe. Mais je parle d'abord à un humain. Effectivement, être noir avec un N majuscule ou être noir sans N majuscule, est-ce si important? Parce que pour moi, la priorité, c'est d'être tout simplement des hommes et des femmes qui traversons ensemble une période de notre vie, une période de la société et qui transmettons, en tout cas, qui faisons acte dans une société où on doit avoir un sens commun et aller ensemble vers des directions communes et une solidarité parallèle. Moi, je suis noire. Je n'ai pas de gêne ni de honte à le dire et à me définir. Je n'emploie pas, par exemple, le terme black. Je ne dis pas je suis black lorsque je me présente. Et souvent, on sent cela dans le malaise de certaines personnes lorsqu'ils veulent vous identifier ou vous appeler. Il y a comme une gêne, une forme de gêne de ne pas le dire, de ne pas l'assumer, de ne pas le dire. Eh bien, autorisez-vous. Noir égale noir, blanc égale blanc, et ce n'est pas du tout insultant que de le dire. Et donc sortons un petit peu de toutes ces conventions ou de ces approximations qui vont s'apparenter à des choses. Ce n'est pas une insulte, c'est juste ma couleur. Se pose la question aussi des mondes entre lesquels vous oscillez ou voyagez. Vous le dites aussi à propos de vos élèves. Je constate encore aujourd'hui que les élèves de foyers modestes dans la communauté africaine se trouvent bien souvent écartelés entre deux mondes, entre l'institution scolaire où ils passent 8 heures par jour et la maison où, une fois franchie la porte du foyer, s'accomplit en miniature une sorte de retour aux sources dans le pays d'origine, avec sa langue, sa cuisine, ses manières d'agir et ses manières de parler, une atmosphère à laquelle ils devront s'arracher de nouveau le lendemain matin en reprenant le chemin de leur établissement. Un peu comme si chaque jour, il leur fallait s'acquitter d'une véritable taxe à la frontière, un lourd tribut qui forcément les place en position de fragilité dans le système français. Cette taxe-là, vous avez dû la régler, la payer aussi, vous, régulièrement, Maï Traoré. Alors moi, je ne paye pas de taxes, je n'ai pas d'argent. Non, mais ce sentiment de passer les frontières, oui, de passer d'un monde à l'autre. Absolument. Mais en fait, moi, j'ai décidé de vivre à Paris, j'ai décidé de vivre en France, je suis française, je suis chez moi et je me sens très bien. Et donc, je ne fais pas ce choix-là mais il existe. Le rapprochement entre pairs, le rapprochement de personnes, ça rassure. C'est-à-dire, c'est du communautarisme. On se sent rassuré, on se sent dans une forme dans une bulle qui peut permettre justement de se dire
j'ai comme un bouclier autour de moi. Mais en fait, il faut faire sens. Il faut faire sens ensemble. Il ne faut pas avoir peur de cette forme de communautarisme parce que ça ne dure qu'un temps et qu'ensuite, il faut absolument en sortir par des convictions communes, par du travail d'engagement commun d'ensemble. Voilà. Et donc, cette forme-là qu'on peut effectivement souvent observer dans les établissements scolaires, où on voit souvent des îlots d'élèves maghrébins ensemble, d'élèves africains ensemble, ou d'élèves noirs ensemble dans des cours de récréation, ça dure peut-être 2 fois un temps. Et après, ça se diffuse parce qu'au sein de l'établissement scolaire, on a aussi des outils et des manières de faire ça. Lesquels comme proviseur, Maï Traoré. Magnifique. Donc, ce qu'on a comme outil, c'est par exemple, depuis la rentrée, on engage une communication avec toute la communauté scolaire, notamment les élèves, sur ce qu'on appelle la semaine de l'engagement. Alors, en général, ça dure un mois. Ça part du 15 septembre au 15 octobre, jusqu'aux vacances de la Toussaint, où on donne la parole véritablement aux élèves pour se définir comme des délégués. Donc, on est dans l'apprentissage véritable de la citoyenneté, du savoir-vivre ensemble. Donc, ça passe par des professions de foi, ça passe par des actes de candidature, ça passe par des passages dans les classes, ça passe par des réunions, donc des assemblées qu'on peut faire, de banaliser une après-midi, 2 heures dans une journée, dans un établissement scolaire, de faire en sorte que les instances d'élection puissent se tenir comme élection de classe, élection au conseil d'administration, élection au conseil de la vie lycéenne, etc. Il y a énormément d'outils comme ceux-là qui existent. Faire venir également des associations ou des partenaires de l'établissement scolaire et faire en sorte qu'il y ait des temps d'écoute, des temps de parole et des temps d'échange. C'est essentiel. Et c'est aussi le rôle de l'école ? C'est absolument le rôle de l'école. C'est essentiellement et fondamentalement le rôle de l'école, qui est une mini-société, qui doit absolument permettre à l'individu, lorsqu'il est en son sein, du matin au soir, de se construire, d'apprendre, de s'instruire, mais également de faire effectivement tous ces aspects de la citoyenneté qui environne tout un chacun. Ce que j'ai souvent, vous avez dit, Olivia, j'adore l'école. Et je trouve que c'est le lieu des possibles. Je trouve que c'est le lieu de toutes les réalisations. Et donc, il est important que les acteurs de l'école puissent être à l'écoute des jeunes qui nous sont donnés en formation. Que les acteurs, je parle vraiment de tous les acteurs, du chef d'établissement, du proviseur, au professeur, au conseiller principal d'éducation, aux surveillants, aux agents d'entretien, à la gardienne de loge. Tout ce monde fait société et tout ce monde est là pour que, avec l'élève et les parents aussi. J'insiste beaucoup sur les parents parce que c'est un moyen... C'est un travail à deux. Un travail d'ensemble. On ne peut pas le faire sans les parents. Et vous comprenez quand même que cette pression identitaire, comme vous la nommez, à laquelle vous faites d'ailleurs allusion, vous concernant aussi vos élèves, cette pression identitaire, elle vient de tous les côtés aussi. Il peut y avoir aussi pour les élèves aujourd'hui le choix de la communauté. C'est aussi le choix de rester groupés, de se sentir plus fort ensemble. Vous pensez vous comprenez ça ou vous pensez qu'au contraire le communautarisme est un faux semblant, qu'il isole aussi sans qu'on s'en rende compte? Ah oui, le communautarisme isole. Le communautarisme, ça, au contraire, ça peut être dramatique lorsqu'on est dedans et lorsqu'on est complètement... Alors, ce que je disais tout à l'heure, ça rassure. Ça permet justement à se dire, je ne suis pas seule, je suis avec d'autres. Je prends l'exemple des Noiraudes, lorsque moi je suis arrivée à la Sorbonne et que, effectivement, je me suis sentie seule dans cette grande cour de la Sorbonne. Les Noiraudes, c'était une association. Les Noiraudes, c'était mes copines. Que j'ai nommé comme ça, en clin d'œil au petit dessin animé qui s'appelait La Noiraude dans les années 80 sur la télévision. Et voyant dans la cour que je n'avais absolument pas beaucoup de jeunes élèves, étudiants noirs comme moi, je suis effectivement allée à la rencontre de celles qui l'étaient à peu près à des degrés différents, comme des tout couleurs, et je les ai surnommées les Noiraudes. Mais dans ce groupe-là, il y avait également une copine, une amie grecque, Georgia, qui était aussi blanche que les marbres du Parthénon. Et malgré qu'elle nous ait rejoints dans le groupe, on s'est quand même appelé les Noiraudes. Alors, le communautarisme peut rassurer un temps, mais
ça devient dangereux lorsqu'on y reste et lorsqu'on est enferré. Donc il faut absolument faire, encore une fois, société et en sortir pour que le sens commun puisse primer. Vous racontez le racisme banalisé ou le supplice de la goutte d'eau, comme vous l'écrivez en reprenant cette expression, de l'historien Pape Ndiaye, d'un racisme un peu insidieux, inconscient, qui se trahit dans des postures, dans des gestes, dans des mots, ou clairement dans certaines affirmations. Quand on vous prend pour une nounou, quand vous allez chercher vos enfants à l'école, ou pour la gardienne de l'établissement, alors que vous êtes proviseur adjointe. Vous avez passé toutes les étapes, on le disait. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'éducation nationale, contre laquelle on est toujours très critique, à qui on reproche beaucoup de choses, vous a aussi permis donner les moyens de passer ces étapes, de monter ces marches que vous souhaitiez à tout prix, avec votre humour combatif, votre volonté, votre ambition, puisque le terme revient et que vous l'assumez, que vous vouliez parcourir. Alors oui, il faut toujours être critique. De toute façon, lorsqu'on est critique, la critique fait avancer lorsqu'elle est constructive. Donc moi, je suis pour la critique, je suis pour les débats. Au sein de l'éducation nationale, la possibilité des concours, c'est une chance, c'est que c'est anonyme. Donc il n'y a pas votre photo. Il n'y a pas votre pédigré dessus. Vous êtes sur des copies anonymées, donc vous faites vraiment vos preuves dans les concours, dans les examens, et vous avancez et vous occupez des fonctions. Pour les fonctions de proviseur, effectivement, moi, c'était une volonté. C'était une volonté de ma part, puisque j'ai commencé surveillante. J'ai commencé surveillante à Bagneux, ensuite enseignante, ensuite conseillère principale d'éducation, et devenir proviseur, c'était véritablement ce que je souhaitais. Ce que j'ai toujours voulu avoir comme fonction, pour justement aussi donner cette valeur d'exemplarité à certains élèves, certains jeunes qui se disent « on ne peut pas, on est cantonné, on est enferré, on est dans un carcan, on ne peut pas ». Eh bien, si on peut, par la volonté et par la possibilité de l'éducation nationale qui permet ces concours-là, justement. Donc, il faut les passer, il faut s'inscrire et il faut y travailler. Je parlais tout à l'heure de bienveillance, Olivia, mais la bienveillance, elle doit s'associer à la rigueur. Pour moi, la bienveillance rigoureuse, c'est ce qui permet à tout un chacun de pouvoir se dépasser et d'avancer en ayant l'estime, en ayant l'accompagnement nécessaire, mais toujours en travaillant. La valeur travail, ce n'est pas un vain mot, et c'est ça qui permet plus tard de se dire, voilà, j'ai pu arriver par le travail. Le wokisme ou la culture woke, on en parle beaucoup en ce moment, né aux États-Unis, dans les sphères militantes. Le mot invite à rester éveillé, lucide et mobilisé contre le racisme, les discriminations subies par les minorités sexuelles, ethniques. La France a importé le concept, aujourd'hui on en parle. Est-ce que vous pensez qu'on se l'approprie un peu maladroitement ? Ça ne fait pas partie de l'identité de l'ADN de la France, ce terme. Donc c'est un combat qui vient effectivement des États-Unis. Je peux comprendre que certaines minorités se disent nous avons besoin effectivement de mettre ça en exergue, en étendard, parce qu'il faut absolument que les gens ouvrent les yeux sur cela. Sur les problèmes, sur les discriminations, sur les injustices et sur le racisme. Il faut nommer les choses. Merci Olivia, voilà. Il faut nommer les choses sur le racisme, sur la discrimination de genre aussi, discrimination sur la couleur, discrimination de tout ordre, de toutes les religieuses, etc. C'est impensable qu'on puisse encore en 2022 bientôt être là-dedans. Donc c'est essentiel qu'il y ait des combats. Après, c'est quelque chose qui arrive sur l'Hexagone, qui arrive dans une culture française, qu'il faut prendre avec la mesure, qu'il faut absolument faire attention. Je ne suis pas experte dans ces combats-là, puisque je ne les maîtrise pas, mais je peux comprendre qu'ils veuillent mettre l'accent là-dessus. Il est essentiel, pour moi, il est essentiel qu'on puisse mettre l'accent sur toutes les formes de discrimination, quelle qu'elle soit. Est-ce que vous seriez pour, Maï Traoré, de la discrimination positive ? Vous évoquiez, vous avez dit, heureusement, les CV à l'époque, quand vous avez voulu monter dans la fonction publique, dans cette administration aussi de l'éducation nationale, étaient anonymisés. Est-ce que vous pensez qu'il faut, à un moment, aussi mettre des coups de pouce pour que ça aille plus vite, que vous ne soyez pas éternellement la seule proviseure noire dans un lycée parisien ? Alors, je pense que je ne serai pas la seule proviseure noire femme,
femme et noire dans un lycée, je pense que ça va venir puisque les choses sont en train de bouger, les curseurs bougent. C'était pas les CV qui étaient anonymisés, c'est ce que je disais, c'était les concours. Oui, C'est-à-dire que lorsque vous êtes en concours, lorsque vous faites un examen, bien évidemment, c'est anonymisé. Pour ce qui est de la discrimination positive, c'est pas quelque chose qui me parle. Moi, je suis pour qu'on arrive à un poste par sa compétence, par sa volonté, par son envie et par la passion qu'on a d'exercer la fonction qu'on a choisi d'exercer. Voilà. Me mettre là parce que je suis femme, parce que je suis noire, ou parce que je suis jaune, ou arc-en-ciel, ou vert, ou maghrébine, ou asiatique. Parce que vous voyez, là, on parle des noirs, mais la discrimination, elle existe aussi dans énormément de minorités asiatiques, je viens de le dire, ou maghrébines. Il n'est pas entendable pour moi, ce n'est pas ma conception de cela. Ma conception, elle est que lorsque vous avez les compétences, lorsque vous y arrivez, que vous êtes là, eh bien qu'on vous accepte comme vous êtes et qu'on ne vous pose pas la question de défiance, de savoir pourquoi vous êtes là, que faites-vous là, ou qu'il y ait ce doute permanent dans l'esprit des personnes en face de vous, de se dire, mais elle n'est pas à sa place. On est à sa place à partir du moment où on a la compétence, la volonté et l'envie de travailler. Mais la chance que vous avez eue, Maï Traoré, c'est que vous saviez, vous, parfaitement pourquoi vous étiez là et où vous étiez. J'ai choisi, oui. Alors, j'ai choisi, j'ai y travaillé, mais je pense aussi que beaucoup de jeunes, et notamment actuellement, la jeune génération véritablement que j'observe dans les établissements scolaires, j'ai eu la chance d'administrer, sont armés de cette volonté-là. Ce n'est plus les jeunes filles et jeunes gens de mon époque où on était un petit peu plus frileux. Maintenant, on avance. Et la jeunesse avance. Et ce livre, il est pour eux. Merci beaucoup, Maï Traoré. Je suis noire, mais je ne me plains pas. J'aurais pu être une femme. Apparu chez Robert Laffont. Merci d'avoir été autour de cette grande table. Grand merci aussi à toute l'équipe de l'émission, à Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez et Marie Fraboulet et Osana Chauvin pour leur aide dans la programmation et la préparation de cette émission, à Henri Leblanc et Oriane Delacroix pour la grande table culture. Thomas Bois à la réalisation avec Ludovic Auger à la technique. Je vous souhaite un très bel après-midi sur France Culture. France Culture, l'esprit d'ouverture.